BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus. Est-ce Noël pour le secteur du Web3? On va voir ça dans quelques instants avec Faustine Fleuret. Bonjour Faustine. Oui. Présidente de l'ADAN, donc l'association qui représente les professionnels du Web3 en France et en Europe. Bienvenue Faustine. Et puis on parlera de jeux d'échecs, de NFT dans le gaming et même de Schtroumpf. Et attention, l'association de lutte contre la corruption Anticor demande à la justice d'enquêter sur la plateforme Binance au sujet du recrutement d'une ancienne cadre de l'AMF pour soupçon de prise illégale d'intérêt. Y a-t-il scandale d'État, comme le disent certains députés? On voit ça dans quelques instants avec Jérémy Lebescon. Bonjour Jérémy. Bonjour Amaury, bonjour Faustine. Bienvenue, chef de rubrique Crypto Web3 à Capital.fr et 21 millions. Mais d'abord, Faustine, lors de votre dernière intervention en plateau ici, en novembre dernier, vous alertiez sur l'avancée des débats parlementaires sur le projet de loi de finances 2024. À ce sujet, vous expliquez concernant la fiscalité des cryptoactifs, la réflexion en cours du Parlement sur le traitement fiscal du stacking. Aujourd'hui, on voyait que c'était un peu compliqué. Stacking, mining, c'était un peu flou ce qui nous était annoncé. Est-ce que vous avez de bonnes nouvelles à nous annoncer à ce sujet ? Alors effectivement, par rapport à la dernière fois où je suis venue en plateau, les débats ont avancé et on est plutôt sur une issue constructive pour le secteur. Alors pour rappel, effectivement, le sujet était technique compliqué, mais le sujet était la question de l'harmonisation du traitement fiscal des différents processus de validation de transactions sur blockchain. Donc on connaît très bien le minage, par exemple. Il y en a d'autres, notamment les staking, et c'est ça qui nous intéressait surtout dans ce contexte. Donc effectivement, il y a aujourd'hui une insécurité pour le contribuable et beaucoup de flou par rapport au traitement fiscal du minage, du staking, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a énormément de contentieux entre l'administration et les contribuables, ce qui n'est pas du tout satisfaisant. C'est pourquoi il est très clair, et l'ADAN le soutient, il faut une harmonisation qui soit positive et qui clarifie les conditions dans lesquelles les revenus, les récompenses dans le cadre de ces opérations de validation de transactions, la clarification de ce traitement fiscal. Donc il avait été prévu une harmonisation. Quand j'étais venue expliquer les nombreux effets de bord qui nous inquiétaient, car même si on est favorable à la clarification, il y avait des effets délétères à la fois pour le contribuable et le secteur. Donc par rapport à cela, on a pu continuer à échanger avec le gouvernement, avec l'administration fiscale, et il a été utilement décidé, ça a été adopté hier par 49.3, le choix de se donner une année supplémentaire de réflexion pour voir qu'est-ce qu'on fait finalement de cette fiscalité pour le minage, pour le staking. Il faut clarifier, on se donne une année de plus parce que par rapport à, par exemple, d'autres propositions que l'on portait, le report des moins-values sur cryptoactifs, par rapport à la question de la valorisation de ces récompenses, il y avait trop d'incertitudes pour qu'en l'état de la rédaction, ce soit réellement constructif. Donc une année supplémentaire de travail pour laquelle l'ADAN se tient à la disposition des décideurs. Donc pour rappel, pour ceux qui nous rejoindraient, le stacking et le mining, deux manières différentes de sécuriser la blockchain avec lesquelles on perçoit des récompenses, sauf que ces récompenses, on les perçoit en cryptoactifs qui ne sont pas totalement stables. Et on voulait, dans ce projet de loi de finances, en tout cas avant, taxer directement dès la perception de ces revenus. Mais ce qui est compliqué, Jérémy, c'est que ces récompenses ne sont pas stables, donc ça aurait été très 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 compliqué de faire les comptes. J'espère ne pas dire de bêtises, mais en effet, elles étaient taxées selon leur valeur au moment de la réception, même si elles n'avaient pas été vendues, même si elles étaient conservées d'ailleurs par l'utilisateur crypto. À mon sens, ça allait amener une usine à gaz, même si moi je suis d'accord avec Faustine, il faut une clarification parce que c'est toujours incompréhensible pour la plupart des utilisateurs. À titre personnel, pour moi, il faut quand même différencier aussi le minage et le staking. Pour moi, le staking, c'est un modèle de transaction qui reste de validation de transaction qui reste passif, alors que le minage, il y a quand même une dépense énergétique et je pense que ça serait bien de la prendre en compte aussi au moment du calcul des revenus, même si je pense que nos législateurs seront encore très loin de s'occuper de ça. Ça veut dire que quand on mine, donc on consomme un peu d'électricité, pour vous, voilà. faudrait prendre en compte la dépense d'électricité en termes
de combien ça coûte en fait. Tout à fait, quoi qu'il en soit. Même s'il est vrai que la plupart des mineurs sont aujourd'hui sous le statut d'entreprise et donc généralement cette dépense énergétique-là, elle est calculée. Il y a très peu de mineurs particuliers. Néanmoins, il faudrait quand même prévoir ce cas de figure. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il est bon de s'accorder un an de plus de réflexion, histoire d'avoir un cadre plus clair. Bon, donc un an de plus, Faustine, c'est plutôt une bonne nouvelle pour conclure cette année en tout cas. Alors, est-ce que c'est la seule dans le cadre du PLF, avant de revenir peut-être sur ce qui a pu se passer en 2023, mais parce qu'on a beaucoup milité, donc ça me paraît important de le souligner, il est prévu pour 2024 la création d'effectifs supplémentaires pour les autorités de régulation financière, l'AMF et la CPR, pour leur mission finance durable et finance numérique. Et dans la finance numérique, on comprend les marchés crypto-actifs, on comprend les prestataires de services sur actifs numériques, donc les PSAN. Et donc c'était effectivement une demande très forte de notre part par rapport à l'enjeu de transition vers l'harmonisation européenne avec le règlement MiCA, l'enregistrement renforcé, j'y reviendrai justement. Il fallait absolument que les autorités aient les moyens de leurs ambitions pour autoriser les entreprises dans des délais raisonnables et pour superviser afin qu'il y ait une concurrence effectivement loyale entre les acteurs. Jérémy, vous voulez réagir à cette... Je crois qu'il y avait du besoin, même. Enfin, je connais davantage l'AMF que la CPR, mais quoi qu'il en soit, je crois qu'il y avait des dossiers qui sont pilés au niveau de l'AMF. C'était les délais, l'incompréhension. Donc là, ça va renforcer un peu tout ça. Après, je ne connais pas la hauteur des moyens mis à disposition supplémentaires de l'AMF, mais quoi qu'il en soit, ça va dans le bon sens. En effet, MiCA arrive très vite. L'entrée en vigueur, c'est juin 2024. J'espère encore ne pas dire de bêtises. Entrée en application pour les stablecoins et entrée en application pour les PSAN en décembre 2024. Merci Faustine. Donc quoi qu'il en soit, le temps presse et il y a des acteurs qui sont en attente. Il y a aussi des acteurs qui veulent investir le terrain européen et qui aimeraient peut-être le faire par la France. Donc il faut aussi répondre à cette demande-là. Donc en effet, ça va dans le sens de l'histoire. Mais tu as raison d'être prudent parce qu'effectivement, alors ce sont 5 ETP supplémentaires affectés aux missions finance durable et numérique. Et là où il faudra être vigilant, c'est que, alors il y a finance durable et numérique, donc il y a 2 volets. Finance numérique, ça peut vouloir dire crypto, mais autre chose. Donc vraiment sur les missions d'autorisation et de supervision des PSAN, il faut que l'on soit, on va dire, rassuré en 2024 sur le nombre d'ETP sur ces 5 qui vont être réellement alloués à ces missions. Bon, donc c'est une bonne nouvelle quand même en cette fin d'année. Il s'est quand même passé pas mal de choses cette année où vous avez pas mal travaillé, Faustine, notamment avec toutes les équipes de l'ADAN. C'est quoi les grands sujets et avancées qui ont été défendus par l'ADAN cette année ? Alors effectivement, je pense qu'on peut résumer l'année 2023 comme structurante pour le secteur. Je ne pourrais pas énumérer toutes les avancées positives, on va dire, qu'il y a eu pour l'industrie, mais néanmoins, on peut peut-être revenir sur 3 grands dossiers si on doit faire une rétrospective. Le premier qui nous a beaucoup mobilisés sur la première partie de l'année, c'est la loi influenceur. Donc pour rappel, c'est une loi qui est beaucoup plus large que simplement dédiée aux cryptoactifs. Au contraire, c'est beaucoup plus généraliste. C'est pour encadrer les dérives et les arnaques des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et donc parmi beaucoup de sujets, dropshipping, intervention de chirurgie esthétique, etc., il y avait effectivement les cryptoactifs. Vous allez travailler avec Bouvard bientôt ? Pas encore. Et donc, on est parti, le point de départ quand même dans cette loi était assez problématique puisqu'il était interdit aux influenceurs de parler de cryptoactifs, d'entreprises du Web3, sauf des PSAN agréés. Et je vous rappelle, premier semestre 2023, il n'y avait pas de PSAN agréés. Donc en fait, la loi influenceur interdisait tout simplement aux influenceurs de parler de cryptoactifs. Ce qui est relativement contre-productif parce qu'on avait en revanche des PSAN enregistrés, donc plus sérieux, plus crédibles, plus réglementés que d'autres qui ne pouvaient bénéficier de ces canaux de promotion, qui ne pouvaient se différencier par là des acteurs non régulés, qu'on n'a en revanche pas du tout envie de mettre en avant. Il y a aussi des acteurs qui n'ont pas à être régulés, qui ne tombent pas dans le périmètre de cette réglementation, qui se voyaient interdire d'utiliser les influenceurs comme canaux de publicité. Et surtout, on le sait, les influenceurs, ce sont aujourd'hui un canal extrêmement précieux de pédagogie sur le Web3, où il y a des experts très pointus, très compétents, et on est encore à devoir éduquer sur ce qu'est le Web3, comment investir dans les cryptoactifs. Donc ce point de départ était effectivement pas du tout satisfaisant, et pour rappel, le point d'arrivée l'est beaucoup plus, après beaucoup d'échanges. Oui, là concrètement, on en est où là sur cette loi influenceur ? Les influenceurs
il y a un encadrement de leurs pratiques, mais ils sont autorisés à parler donc des PSAN agréés, mais également des PSAN enregistrés. Ils sont autorisés à parler des ICO, on en avait un petit peu moins parlé quand elles sont visées par le régulateur financier. Et surtout, tous les acteurs qui n'étaient pas concernés par PSAN, alors je pense à la DeFi, la finance décentralisée, je pense aux NFT, je pense même à comment pour conserver ces fameuses crypto-actifs sur des clés très connues. Voilà, tous ces acteurs qui ne sont pas réglementés et qui n'ont pas à l'être, en fait, les influenceurs vont pouvoir en parler, c'est-à-dire que le secteur va pouvoir utiliser ces relais de promotion et de publicité dans un cadre qui est beaucoup plus protecteur, effectivement, de l'utilisateur, avec des informations beaucoup plus claires et beaucoup plus encadrées qu'au demeurant. Donc la loi influenceur a une très bonne avancée pour l'adoption des crypto-actifs de façon saine et sereine, disons. Et au niveau de la réglementation de tout ce qui est jeux vidéo et Web3, ça en fait partie ou c'est autre chose? Effectivement, 2023 a permis aussi de nombreux progrès. Au début d'année, les acteurs de ce secteur des jeux vidéo Web3 étaient vraiment dans le flou, parce qu'on ne savait pas ce que c'était, comment on le qualifiait légalement. Et donc l'un des risques majeurs, c'était de qualifier ces jeux vidéo de jeux d'argent et de hasard. C'était vraiment des discussions sur la table. Ou le jeu gratuit. Tout à fait. Où il y a un cadre extrêmement dur en France, puisque la plupart de ces jeux sont donc interdits. Et donc tant qu'on n'avait pas statué finalement sur ce qu'étaient ces jeux, pour les acteurs, c'était un manque de visibilité cruel pour se développer. Donc le point de départ, là, c'était vraiment un besoin de clarté pour le secteur et un besoin pour nous de faire comprendre que ces nouveaux jeux vidéo, Sorare est le fleuron, mais il y a énormément aussi d'acteurs, même alors des traditionnels, PMU s'est lancé dessus, Comet, acteur natif de l'innovation, voilà, il y a un énorme segment économique derrière. Et il fallait faire comprendre la nécessité de promouvoir leur développement et que c'était une nouvelle forme de jeu et surtout pas des jeux d'argent, avec des spécificités technologiques parce que les blockchains, parce que les cryptoactifs qui en plus permettaient d'imaginer un cadre innovant et plus efficace. Un cadre propre à ces jeux gaming Web3 et non pas considérés comme des jeux d'argent classiques au final. Tout à fait. Et c'est donc le choix qui a été fait dans les débats parlementaires, dans le projet de loi sécuriser et réguler l'espace numérique. D'une part, de consacrer ces jeux, on va les appeler JONUM dans la loi française, donc ce ne sont pas des jeux d'argent de hasard, c'est un nouvel objet juridique, et de créer une expérimentation, un cadre réglementaire expérimental d'une durée de 3 ans, ce qui est une très bonne chose parce qu'on est sur une loi franco-française, on attend la réglementation européenne et donc il ne fallait pas aller plus vite que la musique européenne. Bon, donc ça avance, on est plutôt en avance en termes de réglementation et ça c'est une bonne nouvelle. En parlant de jeu, on va parler d'un jeu d'échecs, un Immortal Game, Jérémy, un Play to Earn qui abandonne le Web3 et c'est assez surprenant parce que il avait levé 15,5 millions de dollars il y a un an pour justement se développer dans le Web3. Ouais, alors généralement j'aime bien parler des bonnes nouvelles dans le Web3, mais lorsqu'il y en a des mauvaises, il faut quand même le dire aussi. Immortal Game, c'est en effet une start-up française, franco-française, qui s'est lancée il y a un an, il y a 2 ans, plus précisément, mais qui avait annoncé sa levée de fonds il y a un an. 15,5 millions de dollars, donc environ 14,15 millions d'euros. C'est pas rien. Ils sont arrivés au bon moment. Et en effet, ils ont levé ces fonds-là sur la promesse de monétiser un jeu d'échecs grâce aux technologies Web3. Les jeux d'échecs, il y a quand même un gros marché. On pense notamment à chess.com, c'est valorisé à, je crois que c'est $1 milliard. En termes de nombre d'utilisateurs, c'est vraiment impressionnant, ça doit être 100 millions d'utilisateurs. Donc voilà, il y a un marché à prendre et Immortal Game s'est lancé à la conquête de chess.com avec la promesse donc de vendre des pièces d'échiquier en NFT, ce qui aurait dû être des revenus récurrents mensuels, etc. En fait, le marché a vite tourné en 2022-2023, beaucoup moins de ventes qu'espéré, même si au début, au lancement du jeu, il y a eu des revenus qui étaient significatifs. Et néanmoins, lorsque le marché s'est plutôt effondré au niveau des NFT, la startup a décidé de pivoter. Donc c'est quoi? C'est un problème économique de contexte ou alors c'est un problème de concept qui finalement ne marchait pas? Pour moi, il y a 2 choses en fin de compte, parce que j'ai beaucoup d'estime pour les 3 cofondateurs de cette startup. Je pense que l'idée était bonne. Je pense que malgré tout, le modèle économique pensé était pas très bon. Et je pense que le fait de s'appuyer sur de la vente récurrente n'était pas bonne non plus. Donc quoi qu'il en soit, je pense qu'il y avait une erreur au niveau du modèle économique. Néanmoins, je pense que l'exécution n'était pas forcément non plus optimale. Dans la foulée, cet été, et Capital l'avait relayé,
Immortal Game avait annoncé un plan social. Donc voilà, il y avait une restructuration d'équipe et en fait ils ont décidé au cours de l'été, mais ils l'ont officialisé maintenant, qu'ils allaient sortir du Web3 pour se lancer vers un modèle de monétisation plus normal, c'est-à-dire avec probablement des achats in-game et pas forcément du NFT. Alors forcément, il y a des mécontents, notamment au niveau des utilisateurs. Les NFT, leur valeur aujourd'hui, elle doit atteindre quelques dizaines de centimes d'euros, donc c'est rien. Certains atteignaient jusqu'à plusieurs centaines d'euros, donc je pense que c'est normal qu'il y ait des mécontents. Ils ont fait, en tout cas, le bon choix de ne pas sortir leur token sur une vente primaire, sur une ICO. Donc quoi qu'il en soit, les gens qui avaient investi sur le token l'ont fait sur le marché secondaire et ça leur appartient. Ce sont des choix qui appartiennent aux utilisateurs. Donc il n'y a pas véritablement eu de spéculation sur le token. Néanmoins, au niveau des NFT, voilà, c'est un échec. Moi, j'ai parlé à certains de leurs investisseurs qui reconnaissent la nécessité de pivoter. Mais en tout cas, ça envoie un mauvais signal. Bon, quoi qu'il en soit, après, c'est la vie d'une start-up, comme il y en a tous les jours qui décident de changer d'orientation stratégique. Mais ça prouve bien qu'il y a eu une époque où on a levé beaucoup de fonds sur de la promesse Web3 sans véritablement penser non plus aux modèles finaux et certains sont obligés de changer leur stratégie. Est-ce que ça remet en cause pour autant les cas d'usage des NFT dans le gaming ou alors ça a encore de l'avenir? Non, moi je crois qu'il y a justement un de leurs investisseurs me dit que bon, c'est un peu aussi l'arbre qui cache la forêt. Il y a aussi beaucoup de jeux qui vont très bien, certains qui n'avaient pas beaucoup donné de nouvelles mais parce qu'ils construisaient en coulisses. Il y a beaucoup de jeux français notamment. Le marché est justement en train de revenir parce qu'il y a des jeux qui sont enfin en train de délivrer. Je pense notamment à Dogami qui est sur la blockchain Tezos, mais aussi Polygon dont on n'avait pas entendu beaucoup parler, qui ont levé une dizaine de millions d'euros aussi à peu près au même moment. Bon voilà, pendant un an ils ont été plutôt discrets, parfois un peu trop au goût de leur communauté, mais voilà, ils ont sorti leur jeu. Il y a des centaines par jour d'utilisateurs, des milliers d'utilisateurs par jour, donc ça va plutôt bien. Du côté de CrossVages, il y a eu un article sur Capital d'ailleurs. Moi j'ai suivi cette start-up à Marseille, c'est un fleuron marseillais. Ils ont publié 10 millions de revenus en 2023. C'est une start-up qui est à l'équilibre, donc c'est assez rare. Ils prévoient aussi de lever de nouveaux fonds. Donc il y a des cas d'usage. Il y a Animoca Brands qui est le conglomérat hongkongais qui justement a investi dans CrossVages, mais aussi dans la plateforme Metaverse Sandbox, qui vient d'investir sur le jeu qui a une licence UFC MetaFight. Donc quoi qu'il en soit, il y a des cas d'usage, il y a des cas. Pour moi, je crois vraiment fondamentalement au NFT comme actif de propriété digitale. Il y a un véritable besoin. Les joueurs qui peut-être que vous l'avez connu, Amaury ou Faustine, lorsque vous jouiez peut-être à Counter-Strike et que vous aviez des skins, etc. Lorsque Counter-Strike disparaît, vous pouvez plus utiliser le skin, vous pouvez le vendre plus difficilement. Là aujourd'hui, le joueur a la possibilité de s'emparer de son actif digital. Et je crois qu'il y a un véritable avenir et il y a des jeux qui s'en emparent et qui le font avec une exécution qui est quand même très très cohérente. C'était pas le cas d'Immortal Game, ça arrive. Donc il y a un avenir pour les NFT dans le gaming, c'est en train de revenir et ça va certainement encore se développer dans les mois et années qui viennent. Faustine, donc 2023 s'achève, c'était une année mouvementée du coup, mais structurante pour le secteur, notamment grâce aux actions, quoique certainement non exhaustives, que vous avez mentionnées, mais la question qu'on se pose maintenant, c'est à quoi ressemblera 2024 pour ce secteur? Alors, le paysage européen va être bouleversé, puisque d'une part, comme vous le savez certainement, il y a les élections au Parlement européen qui arrivent pour le mois de juin. Donc ça veut dire potentiellement rebattre les cartes de nos alliés et nos moins alliés sur les sujets Web3. Et pour nous, c'est surtout une opportunité de nous inscrire dans cette campagne afin d'inscrire les sujets Web3 à l'agenda et surtout en profiter pour faire de la pédagogie sur ces sujets, là où au niveau européen, au niveau des institutions européennes et de parlementaires européens notamment, le Web3 a encore une image négative pour un grand nombre de ces parlementaires. Donc à l'issue de ces élections, le paysage peut être bouleversé d'une bonne façon ou d'une moins bonne façon, disons. Et c'est pour nous, donc, dans ce semestre, un enjeu que d'être présent et de participer finalement à tous ces débats. Une peut-être bonne nouvelle aussi pour nous, plutôt, c'est qu'en janvier, la présidence du Conseil de l'Union européenne est transmise de l'Espagne à la Belgique. Qu'est-ce que ça pourrait changer, ça? Alors, pour l'avoir rencontré, le secrétaire d'État fédéral à la transformation numérique, M. Mathieu Michel, est très ouvert et très expert des sujets crypto et Web3. Donc on peut s'attendre à ce que dans le cadre de leurs 6 mois de présidence, il y ait au moins une appétence à avancer de façon positive sur des débats réglementaires qui touchent aux cryptoactifs. Et je reviendrai peut-être dans le détail, mais il y en a quand même un certain nombre, et un certain nombre sur lesquels on a des inquiétudes quand même très importantes. J'ai plutôt été positive jusqu'à maintenant, mais 2024, il faut qu'on soit vigilant,
par rapport à certains risques dans l'évolution de débats. Je pense par exemple sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ou sur la réforme sur les services de paiement. Donc c'est plutôt il faut qu'on mette tous les alliés sur le front de ces débats-là. Mais voilà, en tout cas, une année assez particulière au niveau européen. Et il faut savoir, quand il y a une élection comme ça au Parlement européen, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'entre avril et juin, les élections, il va y avoir une pause aussi dans les débats réglementaires. Donc pour nous, ça veut dire être accéléré finalement sur l'hiver et le début du printemps 2024 par rapport à tous ces travaux sur la table qui reprendront avec un nouveau Parlement, on ne sait lequel, en été. Bon, et en parlant de politique, il y a certains parlementaires qui crient au scandale d'État. C'est notamment l'association de lutte contre la corruption Anticor qui demande à la justice d'enquêter sur la plateforme Binance au sujet du recrutement d'une ancienne cadre de l'AMF pour soupçon de prise illégale d'intérêt. Jérémy, y a-t-il scandale d'État dans ce cas-là ? C'est ce que dit une certaine parlementaire. En tout cas, je pense que c'est elle dont vous parlez, une eurodéputée. Je pense. Voilà, vous voulez qu'on dise le nom ? Aurore Lalucq. C'est pas Voldemort non plus. Aurore Lalucq qui en effet a parlé de scandale d'État. Écoutez, moi je pense que de la part d'Aurore Lalucq, elle est dans son rôle. On commence à la connaître. Justement, il y a des élections. Enfin bref, il y a des enjeux. Scandale d'État, je pense que c'est il y a une histoire autour de l'arrivée de Binance en France. Il y a eu en effet des photos prises entre Emmanuel Macron, Changpeng Zhao, et quoi qu'il en soit, il est clair que ce sont des acteurs, mais même du côté du politique, où je pense qu'il serait bien d'avoir un certain devoir d'exemplarité parfois, et en tout cas d'éviter de mélanger le politique et le privé. Mais on ne le fait pas que dans la crypto, en fin de compte. Ça existe dans tous les secteurs du numérique, mais aussi dans tous les secteurs d'activité, l'aviation, etc. Donc c'est pas nouveau. Binance est arrivé en France, et Binance est arrivé en France de façon plutôt légitime à mon sens. Il est clair que l'actionnaire est toujours Changpeng Zhao à 100% pour Binance France. J'ai regardé les derniers papiers, à moins que ça ait changé. Et quoi qu'il en soit, Changpeng Zhao, lorsque Binance est arrivé en France, son casier judiciaire était vierge. Ce qu'on reproche finalement à Binance, c'est que d'avoir recruté une ex-cadre de l'AMF un mois avant l'enregistrement de Binance officiel comme prestataire de services sur actifs numériques. Donc Anticor, qui est dans son rôle également, crier à l'éventuel conflit d'intérêts. Je pense qu'en effet, il y avait plus judicieux si on doit parler du point de vue de la morale. Moi, je pense qu'il y avait en effet plus judicieux de la part d'une cadre de l'AMF de partir chez Binance justement dans ce timing-là. Après, au niveau de la loi, au niveau de la loi, en fait, tous les jours, il y a des gens du public qui partent dans le privé et c'est totalement légal. La commission de déontologie de l'AMF s'est prononcée sur cette question-là, n'a rien trouvé à dire. Stéphanie Cabossuras, qui s'est exprimée dans nos colonnes sur Capital.fr, a rappelé qu'elle ne s'occupait pas du dossier de Binance et qu'elle ne faisait même pas partie de ce service-là, et quoi qu'il en soit, qu'elle n'avait eu aucune influence sur ce dont. Bon, voilà. Anticor est dans son rôle, a saisi le PNF. C'est pas sûr que le PNF, d'ailleurs, enquête et poursuive l'enquête. Je pense que c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose, même s'il est vrai que toutes les parties prenantes n'ont pas forcément été très malignes dans le calendrier, en tout cas mis en place, que ce soit du recrutement et des annonces. Il y avait peut-être mieux à faire d'un point de vue d'image publique. Pour autant, c'est pas la première fois qu'il y a ce type de cas de figure. Et jusqu'ici, les parties citées, donc c'est-à-dire Binance et surtout Stéphanie Cabossuras, sont innocentes. Bon, et moi j'ai une question. Ils sont de moins en moins nombreux, mais les politiques qui tapent sur le Web 3, est-ce que ça rapporte des voix ou pas de taper sur le Web 3 ? Est-ce que c'est une vraie question. Il y en a qui on a l'impression qu'il y a un réel combat derrière. Est-ce que c'est rentable au niveau des élections ? Je ne sais pas si c'est rentable ou pas. Moi, je me souviens de députés, par exemple, qui utilisent par exemple le NFT. J'ai entendu des phrases qui étaient assez folles, c'est-à-dire les NFT ont perdu 500% de leur valeur, ce qui mathématiquement n'est pas possible. Et je pense que ce sont des mots qui, en tout cas, en effet, marquent l'inconscient collectif. Mais je ne crois pas que le politique soit le seul, finalement, coupable. Je pense que les médias, j'en fais partie, etc., on en fait partie, ont aussi, dans la manière de traiter cet écosystème, aussi leur tort. C'est-à-dire de mettre tous les œufs dans le même panier, de traiter les acteurs crypto et les cryptos de la même façon, de parler de l'affaire FTX comme une affaire crypto alors qu'il s'agit d'une affaire de fraude comme il en existe dans le système financier. Et je pense que le politique suit tout simplement la même rhétorique et dans ce cas-là est dans ce rôle, mais je ne sais pas si ça rapporte des voix. Alors dans notre étude annuelle 2021 et on en reparlera puisqu'on l'actualise et on la sortira au printemps 2024, mais en 2021 on avait posé la question parce qu'on était dans le cadre de la campagne présidentielle en France et donc on avait demandé aux Français à travers le sondage de l'Institut Ipsos quel était l'intérêt
pour eux de voir figurer dans le programme d'un candidat les sujets crypto et la promotion du développement de ce nouvel écosystème. Et on était à plus de 18% des Français pour qui ce serait un sujet déterminant dans leur choix de candidat à l'issue de la campagne pour les présidentielles. Donc en fait, on s'était plutôt rendu compte qu'aujourd'hui, les Français, dans le cadre d'une adoption en plus galopante, on est passé de 8% à 10% cette année de détention de cryptoactifs au niveau des Français, on est plutôt sur un intérêt des Français que le politique se saisisse du sujet d'une façon à le comprendre et à le porter, et donc plutôt d'une façon positive. Donc c'est des chiffres, alors j'ai dit 2021, c'était peut-être 2022. Donc ça se renforce de plus en plus, en tout cas de plus en plus de Français, ça leur tient plus en plus à cœur, et effectivement les politiques du coup, ils sont de plus en plus exposés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Faustine Fleuret, présidente de l'ADAN, association qui représente les professionnels du Web3 en France et en Europe. Jérémy Lebescon, chef de rubrique crypto Web3 à Capital.fr et 21 millions. Merci d'avoir été avec nous. Excellente fête de fin d'année. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée et à demain, 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.